Bienvenue sur Radio Monostar One. Pour ce 4e épisode, j'ai profité de ma venue aux EIC Winter pour discuter avec notre invité du jour. Il a porté le sobriquet de Manouche et a été membre d'une importante team de la région lilloise. Spécialisé du street, il est capable de placer ses flips n'importe où. Son style allie engagement et efficacité. Il aime aussi discuter rap et sociologie. Et il peut être aussi déconcertant qu'il est attachant. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on accueille Cléden Guichard dans le 4e épisode de Radio Monostar One. Bonjour aux auditeurs, je m'appelle Cléden, j'ai 34 ans. J'ai commencé le monocycle en 2006, sans interruption quasiment jusqu'à maintenant. Je suis né à Lille et j'ai grandi jusqu'à mes 22 ans. Après ça, j'ai continué à pratiquer le monocycle dans différentes villes. Et c'est quoi qui t'a fait commencer ? L'objet est assez intriguant quand tu es un peu plus jeune. Moi, ça pique ta curiosité. On se demande, on est curieux de pouvoir réussir à en faire. Et une fois qu'on, comme beaucoup, on comprend qu'on peut sauter avec, on comprend un peu le potentiel de l'objet. On dit tiens, si je peux sauter une petite marche, parce que je peux pas en sauter 2, 3. On a un peu eu la chance aussi d'être là au bon moment parce que l'arrivée d'Internet commençait vraiment à être démocratisée. Donc la vidéo, le format vidéo était accessible. Donc on a pu découvrir des gens qui avaient... Tu te rappelles de la première vidéo que t'as vue de monocycle ? Bonne question. En tout cas, une des premières où tu t'es dit « Ah putain, on peut faire tout ça ». Certainement la vidéo de Xavier Colos qui gagne le premier championnat du monde de street en Suisse. Je crois que c'est cette vidéo qui m'a le plus marqué, du moins c'est comme ça qui me dit, qui me laisse penser qu'il y avait un potentiel et que ça m'amusait quoi. Et c'était rigolo, il y avait quelque chose qui se prenait pas trop la tête tout en étant pertinent, je trouvais. Et ouais, du coup, toi, rapidement, tu t'es mis à rouler avec des gens, non ? Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer assez jeune, même, je vais dire 4-5 mois après avoir commencé à sauter, c'est-à-dire découvrir le monocycle un peu urbain. Un gars à la fête de la musique que je jouais avec un monocycle et c'était Thibaut. Thibaut, pour ceux qui connaissent, c'est un des fondateurs de la Team Crisis, du team qu'on avait créé dans le nord de la France, du côté de Lille. On a démarré à 4 et puis on a fini à 8. Et on avait une bonne cohésion. On se voyait quasiment tous les week-ends. On est fort, on se déplaçait beaucoup sur les conventions. On était vraiment une bande de copains. La vie a fait qu'on se voit un peu moins maintenant, on ne vit plus dans les mêmes régions, mais on en garde de très bons souvenirs tous ensemble. Et ça m'a construit, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire le cycle quand l'école était finie, j'allais rouler. Et quand le week-end arrivait, on allait rouler. Je sortais pas tant que ça à l'époque. On a vraiment ça d'une façon, pas dire sérieuse, mais avec un minimum d'envie d'aller loin, d'envie de progresser. On avait la chance aussi à Lille, d'être pas loin de Cologne, 350-400 km. Pour nous, c'était vraiment très facile d'aller à Cologne dans un événement qui s'appelle les EUC. Ça se passe tous les ans, qui est grosso modo, c'est pas officiel, mais ça apparente quasiment au championnat d'Europe d'hiver, qui a commencé à apparaître en 2009 jusqu'à actuellement la 2025. Avant, ça s'appelait les WUCO. Tout à fait. Avant, ça s'appelait le Wings Convert. Tout à fait. C'était comment ça s'appelle ? Une convention de freestyle faite par l'association de Botrop Ayata. Ouais, c'est un peu le truc, mais passer beaucoup de temps en Allemagne, tu sais un peu d'où ça vient. Et c'est en 2008 que Sean Johnson et Kevin McMillan sont présents. Et c'est-à-dire apporte un nouvel élan à cette convention qui s'essoufflait. Ainsi des nouveaux riders, des nouvelles missions. Et ça a donné un second souffle à cet événement qui est devenu moins freestyle mais plus orienté vers le monocycle dit urbain, donc trial, street et flat. Même si dans les premières années, pas sûr que le flat existait. Ou quoi que si ça existait, c'est possible. J'ai pas été aux premiers EUC donc de 2008, j'ai été à celui de 2009. Mais je sais que celui de 2008 a marqué l'histoire parce qu'il y avait la présence de ces deux Américains, donc Sean Johnson et Kevin McMillan qui étaient des grosses pointures. Alors, il est canadien, je crois d'ailleurs, McMillan. Il y avait des figures qui encore actuellement sont encore très actuelles. Je pense à un flip to grind de sortie backflip de Sean Johnson sur le rail à l'époque, qui était lunaire à l'époque. C'était voilà. Et même actuellement, c'est quelque chose qu'on ne verra peut-être même pas cette année. Non. C'est là aussi, au Wing Concert, du coup, quand Kevin McMillan et Sean sont venus, qu'il y a eu la création des nouvelles règles, alors qui sont les anciennes, les nouvelles règles du street. Ouais. Se sont basés, alors c'est venu, je sais pas si c'est venu des États-Unis, mais c'est un peu eux qui m'ont proposé. C'est d'essayer de proposer un standard pour tous les riders, de se dire, quand je vais venir en convention, qu'est-ce que je vais y trouver ? Sur quoi je vais pouvoir bosser toute l'année ?
Et on s'est retrouvé avec on va dire un spot type qu'on a retrouvé pendant plusieurs années, qui maintenant n'est plus trop actuel, mais à l'époque ça se basait sur un 5 marches, un 7 marches ou un 3x4, donc 3 marches et 4 marches, ainsi que au moins un rail sur un des sets de marches et un mini-pad. Donc un mini-pad, c'est une sorte de petit gros trottoir, on va dire, sur lequel on peut faire plusieurs tours de roue. Et ça permettait à dire différents riders qui avaient plus ou moins d'affinité avec les spots de s'exprimer. Du moins, c'était la vision à l'époque qu'on avait trouvée la plus pertinente, je pense. Et donc on a été beaucoup à travailler toute l'année, enfin du moins s'amuser à travailler à nos tricks sur des spots similaires parce qu'on savait qu'on allait retrouver ça en convention. Donc, on se retrouvait avec un niveau très élevé à cette époque, déjà parce qu'il y avait beaucoup de gens dessus, il y avait beaucoup de riders. Et on savait ce qu'on allait trouver, donc on travaillait sur le 7 marches, le 5 marches et les rails. C'est un truc que je reproche et que je suis content que les règles ont changé parce que justement, du coup, on travaillait que les mêmes types de spots. Voilà. Ça brille la créativité. C'est clair. C'est le mec à l'époque, je suis vraiment contenté et j'en étais plutôt content parce que j'ai peut-être moins de recul par rapport à la créativité dans le cycle. Mais c'était à l'époque on s'en contentait, mais avec du recul, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a plutôt, ça a bien été un temps, mais ça a peut-être duré trop longtemps. Ouais. Ça a peut-être duré trop longtemps et on s'est trop basé là-dessus. Et ça a mis à l'écart beaucoup de riders qui étaient plus créatifs et qui ne se retrouvaient pas dans cette typologie des trois spots. Qui plus est, le système était aussi sur base de pas de run, mais de passage. Donc c'était assez brouillon. On ne pouvait pas voir tout le monde en même temps. C'était à l'instant, moi j'ai passé de très bons moments, mais avec du recul, on va peut-être faire ça mieux. Oui, après, c'est normal, ça évolue. Je trouve que maintenant, c'est bien. Est-ce qu'on peut revenir sur la Team Crisis? Parce que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que déjà, je pense que je suis 100% capable de tout me citer les membres? Ah oui, bien sûr. On était 4 qui ont commencé ensemble. Donc Thibaut Deban, aussi de Lille, pas loin de Lille. Amaury Dumazy, son cousin. Ainsi que Tanguy Herlin, qui était lui de Douai, un peu plus loin, bref. Et moi-même. Donc, on était un peu les 4 à se rencontrer une première fois. On a décidé de faire un team parce qu'on voulait faire comme les copains de Franche-Comté, qui avaient aussi un crew et qui fonctionnait très bien. Ils faisaient des vidéos qui cartonnaient, qu'on adorait. Et on voulait un peu s'identifier à eux sans se l'avouer. Moi, on n'avait pas ce recul-là. Donc on a choisi un nom d'intime avec un K, comme eux. Mais bon, ça c'était sans vouloir les copier. Mais voilà, c'était vraiment comme les Coquelis. Comme les Coquelis, ouais. La team de Loïc Beau. La team Coquelis de Loïc Beau, de Mireille Pico, de Mathieu Belot, Samuel Bullard. Ouais. Voilà, tous ces mecs-là, j'ai oublié Romain aussi, mais ils sont beaucoup aussi. Et donc dans la team aussi après chez nous, après on s'est vraiment grossir parce qu'on a quand même eu à Lille un beau moment, on était présents dans les skateparks, donc on a capté des gens qui ont fini par faire du monocycle un peu comme nous et on s'est retrouvé on a commencé à 4, on a fini à 8. Donc avec Mathieu Raynon, David Bouton, Greg qui est arrivé sur la fin, Greg et David Plaché, Stifler qu'on appelait. On est tous un peu des surnoms à la con comme ça. Les Manouches. Voilà, moi c'était Manouche. J'avais le comportement et le teint qui les errait dans ce sens-là. C'était rigolo, c'était vraiment une super époque. Moi j'aime à penser que chaque team a un peu sa philosophie. Ouais. C'était quoi la philosophie de Crisis? Je pense que c'était avant tout d'essayer de se contenter chaque semaine, d'essayer de choisir des spots pour tout le monde. Parce qu'au début on faisait beaucoup de skatepark et moi j'aimais bien, mais les autres, ils avaient peut-être envie d'aller voir des belles places pour faire du beau flat et filmer des beaux trucs et ils ne se retrouvaient pas forcément. Donc on s'est retrouvés en fait à faire beaucoup de spots différents, à vraiment bouger dans toute la métropole lilloise, qui quand même allait un peu plus loin à Valenciennes, aller un peu à Bruxelles et aller chercher des beaux endroits parce que c'est là qu'on a commencé à se dire ce qu'on voulait faire, c'était l'image. Faire des tricks pour ses copains, c'est beau. Mais si on peut les immortaliser avec une image et les partager sur Internet qui commençait vraiment à devenir démocratisé avec les systèmes de montage de vidéos qui étaient de plus en plus accessibles, l'accès à la musique, vous pouvez faire comme les autres, comme les skateurs, vous pouvez faire des vidéos de rue avec de la musique sur Internet. C'était pour nous, c'était on avait l'impression d'être les premiers à le faire, alors que ça existait déjà, mais dans le monde du monocycle, on était quand même un peu dans les premiers, même si ça existait déjà. Mais du moins, on avait envie de pousser le truc au max, à faire des vidéos longues avec plusieurs variétés de disciplines. Donc dans mon team, il a fallu contenter tout le monde. Et quand celui qui fait du flat
Ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 semaines qu'on va toujours au même spot. Et on finit par aller soit à un spot de trial pour contenter les 2-3 autres qui veulent en faire. Donc voilà, ça nous a poussé. Le fait d'être dans un crew, on a quand même beaucoup de chance. Je pense à toi, Eddy, qui a beaucoup roulé tout seul, peut-être au début. Ouais. C'est dur de trouver la motivation et que l'admiration pour les gens qui ont réussi à capter la motivation à travers la vidéo. Et c'est ce qui nous aussi nous a poussé. Mais on a eu énormément de chance de se trouver, d'être là au bon moment, d'avoir la même passion au bon endroit, d'habiter dans une ville généreuse en spot et de bien s'entendre aussi. De bien s'entendre et d'avoir la même vision, de se dire à notre âge, les jeunes, ils avaient plutôt leur samedi, ils est passé plutôt dans ce délire. Et nous, on était des nerds du monocycle. On mangeait pour ça, on se levait pour ça et on pensait qu'à ça. On n'avait vraiment aucune seule vision. Le but était de faire des vidéos et d'être présent en convention. Et peut-être un jour avoir le sacro-saint sponsor qu'on pourra mettre le super logo à l'époque sur la vidéo. C'est la eu du coup en 2009. Que j'ai fini par avoir en 2009. J'étais pas le premier dans la team. Amaury et Thibaut, on avait réussi à avoir le sponsor de Cairo, qui était un magasin à Brest tenu par un certain Roland Rover. Big up pour le nom. S-Dringo aussi, ou alors de son vrai nom, Godefroy Richet. C'est vrai? Tout à fait. Fou, je savais pas. Ancien punk du square de la Chapelle à Saint-Ouen. Un très grand homme. Très grand homme. Et donc voilà, le sponsor est arrivé parce que c'était un peu ça coûtait pas si cher que ça, mais ça validait un peu tous les efforts. On va dire que ça récompensait et on arrivait aussi avec faire encore une fois comme des vidéos de skate, avoir un logo à l'entrée de sa vidéo qui est un magasin ou une marque. Il y avait une forme de reconnaissance. Pourtant, on a eu la chance d'être tous ensemble, donc de réussir à se congratuler tous ensemble, à se motiver et à se donner du plaisir. Mais le fait d'être remercié par un magasin dans mon cas, mais par exemple Thibaut, lui qui a réussi à faire par avoir l'une des marques les plus prestigieuses de monocycle, qui était Coxswan à l'époque, c'était un honneur. C'est-à-dire que maintenant on faisait partie, quand on a eu autant de sponsors, on avait 3 logos qui apparaissaient dans notre vidéo. Celui donc de Cairo, Coxswan et CDK, donc c'était un peu un aboutissement pour nous. On s'est dit enfin on est un team sérieux qui rivalise un peu avec les francs-comtois, les Monster One à l'avenir aussi, et des teams aussi internationaux de type, même si ils n'avaient pas de nom eux, c'était très, très français mine de rien quand tu y penses, de fait de se mettre sous une même bannière. Moi, je sais que par exemple, vous êtes parti aux Unicorn en 2008, mais c'est quoi toi ta première compétition ou convention? Première convention, c'est une histoire assez drôle d'ailleurs, parce que j'avais rencontré Thibaut, donc voilà, comme je vous l'ai dit, à la Fête de la musique, qui m'a mis au monocycle urbain. À l'époque, c'était l'époque des forums, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. On avait un groupe qui s'appelait Monotrial. Voilà, donc c'était, mais il y avait quelques administrateurs qui organisaient des petites sorties. L'histoire a fait que on devait tous aller à Nantes pour la deuxième CFM. La première, de ce que je peux comprendre, c'était une CFM quand même, mais avec juste présence du trial. Ouais. Et la première, vraiment, on va dire qu'il y a eu des gymnases avec du freestyle, du street, du trial, speed trial, parce que les organes avaient un peu eu de mal à l'avoir, de l'athlétisme, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, c'est là que tu captes que le monde est grand, enfin que on n'est pas tout seul en fait, parce qu'on roule à 2-3 à l'époque. Et là, en 2006-2007, donc, tu vas dans une ville à Nantes. T'as 17 ans, 16 ans, avec un camping où il y a peut-être des centaines de personnes, alors qu'on devait peut-être une trentaine de tentes. Mais il y avait vraiment des étoiles dans les yeux et c'est là que j'ai mordu. C'est là que vraiment, quand tu vas en convention, c'est là que tu vois que tu n'es pas tout seul et tu vois le potentiel parce que tu as des gars très forts. Et c'est là que j'ai vu pour la fin de ma vie aussi un mec qui fait un rail avec un monocycle, Matt Belot, donc qui bossait, qui était un des premiers streeters français. Que je voyais qui... Oh, tu t'es un peu inspiré en vrai. Quoi? C'était pas mal inspiré de Matt Belot. Ah oui, clairement. Toi, t'as beaucoup des trucs genre des 180 flips, c'est un peu ton truc. Ah, mais c'était un peu son truc aussi. Clairement. C'est clairement un rider que j'ai aimé dans son style et où on s'est pas mal côtoyé. Enfin, côtoyé du moins. Je l'ai regardé et ils avaient beaucoup d'affinités avec Thibaut au début. Et on a fini un peu par un peu rouler ensemble. Après, il y avait quand même un écart entre eux. Ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient du monocycle. Moi, je commençais tout juste. C'était difficile pour moi d'aller partager ne serait-ce que de la connaissance ou de la même passion, même si elle était éphémère pour moi, elle était connaissante. Et eux, ils étaient déjà établis, ils avaient déjà quasiment leur code, ils avaient un crew, ils connaissaient le matériel, voilà. Et c'est eux qui m'ont transmis, c'est pour ça qu'on les a copiés, c'est pour ça qu'on a été... on les a autant pompés, honnêtement. Vous avez copié que Clean, nous on a copié avec Monster One, vous et Clean. Voilà. Et non, sans honte, c'est juste que je rends à César ce qui appartient au franc-comtois.
Donc voilà, ça veut dire 2006, première convention vraiment établie. J'avais participé, après j'avais 4 mois de monocycle. Il y a, c'est-à-dire le mec de le monocycle de Lille qui m'avait promis qu'il m'emmènerait en voiture. Il m'a dit la veille, enfin il n'avait pas envie de m'emmener, de m'avoir dans les pattes. Donc il m'a dit la veille, en fait j'ai pas de place pour toi en voiture. Bon, dommage pour lui, j'ai réussi à prendre un train et j'y suis allé. Et j'ai pu tester le trial aussi une première fois, donc à Nantes avec le speed trial. C'était vraiment un bon moment, mais je pense que le moment le plus marquant pour moi c'était vraiment le street parce que on allait faire ça dans la rue, donc il ne s'est pas trop encore, je n'ai pas encore revu ça, du moins en convention officielle. Bah, c'était pas dans la rue, c'était dans le skatepark. Ouais, oui, c'était un skatepark et vraiment, on va dire, Oui. je pense à celui, donc je pense au skatepark de commerce à Nantes pour ceux qui connaissent, qui était vraiment un skatepark sur une place centrale. Il était au milieu de la rue, il était entre un tramway et des routes. Ça n'a jamais été refait. Voilà, et voilà, ça n'a jamais été refait et c'est pas un skatepark au fin fond d'une bourgade ou Un skatepark voilà, en un palette, skatepark ou un skatepark en palette. Oui. Donc pour moi, il était et donc il y avait la présence de Mathieu Belot forcément, en rider à dire un peu qui me vendait du rêve. Il y avait un certain Mathuette aussi, donc c'est parti du Team Coxswain qui était un copain de Yogi, petit fouille, Xavier Colos. Avec les colos, il n'y était pas. Xavier Colos n'y était pas, il était parti Mariage de son frère, je crois. peut-être le mariage de son frère, ou pour moi ils étaient surtout, pourquoi le Team Cox n'était pas là, parce qu'ils étaient partis à Mayotte, si je dis pas de bêtises. Ah non, parce qu'il y a Mathuette, t'as dit. Ouais, il est en 2006 et il est parti aussi à Mayotte. Donc effectivement, Moi, l'anecdote que j'avais vue, c'est parce qu'il avait mariage de son frère. c'est possible, comme ça. c'est possible. Bon, après, je pense que Et ça n'explique pas la non-présence de Yogi et de reste du crew. Ça, je sais pas. Mais certainement. Je ne saurais pas expliquer. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre de se dire le champion du monde est français et il n'est pas là, le championnat de France. Ouais. Du coup, c'était Romain Bouchba. Tout à fait. Bouchba. Tu vas mettre une Madeleine de Proust, mais effectivement. Romain Bouchbacher qui gagne qui gagne le street, donc premier champion de street de France. C'est dommage parce qu'au final, lui, il avait fait quelques vidéos, mais il est un peu tombé dans l'oubli. Oui. Un grand copain Adrien Bellecroix. Tout à fait. Beaucoup roulé ensemble. Mais, Tout à fait, ils ont beaucoup roulé ensemble et ils étaient copains de Saint-Drézerie, c'était quasiment des copains de quartier, donc un peu comme nous, qui ont commencé par passion, dire tiens, j'ai trouvé un autre nerd là-bas qui veut faire la même chose que moi et qui veut passer son temps sur une selle à faire du monocycle, et ben on va devenir les meilleurs amis du monde, quoi. Et eux, ça a été leur cas aussi. Bon, l'histoire a fait que ça a un peu splitté au bout d'un moment. Je tiens cette information de la part d'Adrien. Il y a eu un moment où Adrien et Romain roulaient vraiment tout le temps ensemble. Il y a un moment où Romain il était un peu moins présent. Vraiment, ils étaient déjà sponsorisés par Cairo, donc c'était vraiment les premiers sponsors de France. Ils étaient premiers les mecs à faire un peu de flat street. Ils avaient vraiment un super niveau à l'époque. Donc il y avait eux et les coquilles, quoi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'autres. Ils sont plutôt fréquentés suite à, un mécontentement de la part d'Adrien quand il a appris que Romain était un peu entraîné en tsum tsum, en toute discrétion par le champion du monde Xavier Colos qui était Montpellierin. Okay. Et Adrien s'est senti un peu trahi parce qu'il se dit mon pote il veut plus rouler avec moi et en plus de ça il va s'entraîner avec le champion du monde, un petit dans le même village. Il s'est senti un peu mis sur la touche et ça lui a donné une rage de convaincre et de faire mieux. La star lui a donné raison puisqu'il est devenu Adrien énorme champion. Parle-moi de tes premiers unicorns du coup. Alors premiers unicorns, 2008. Je pense les unicorns qui ont marqué l'âge d'or du monocycle français. Certainement, ouais, c'est clair que encore une fois on va revenir à Adrien aux unicorns, je viendrai, mais il a une énorme place dans ce moment, comme tu dis, peut-être l'âge d'or du monocycle français parce que les coquilles étaient vraiment au top de leur forme. Là c'était vraiment la moitié du crew était sponsorisée par Coxswain. L'arrivée du Black Domina, des jantes trouées, des jantes de couleur. Bon, je vais essayer de reprendre un peu plus au début parce que là c'est assez décousu. Mais j'arrive à Copenhague avec Thibaut. On vient en avion, on a 18 ans je crois, 18 ans et quelques, Thibaut un peu plus, 19 quoi. Et là on découvre une convention où c'est un peu la ligue Pokémon. T'arrives, tu vois un stade rempli avec plein de gens qui font du monocycle, des Japonais, des Coréens, des Sud-Américains, des États-Unis, des Canadiens, bref la folie parce que tu vois des mecs que tu vois en vidéo. Un niveau de dingue, tu vois Joe Hodge, tu vois des pointures que tu ne vois qu'en vidéo, quoi, et tu te dis, tu comprends que c'est pourquoi tu viens, quoi. Clairement. À Copenhague, super organisation dans mes souvenirs, on logeait tous dans une école, à quartier de Frederiksberg, avec un accès à un gymnase, pas jusqu'à la nuit, mais du moins des palettes devant. Toujours pareil, c'était émerveillement parce que quand t'es gosse, je dis gosse, mais à 18 ans, j'ai toujours été un peu... t'es toujours un gosse. Ouais, je suis toujours un grand gosse, la vérité, non, t'as vraiment raison. Et là, oui, effectivement,
le street était un peu à son apogée, le flat aussi arrivé parce que si je ne m'abuse, Première compétition flat. première compétition de flat internationale, ouais, mais internationale, oui. il y a eu tout à fait Butier avant, donc la CFN 2007 pardon. Et donc là, pareil, comme tu l'as dit, il y avait une forme d'apogée parce qu'on avait des mecs comme Enzo Ventura qui apportaient une fraîcheur aussi avec un style un peu différent. Loïc Pau qui était en avant sur tout le monde. La présence de Fils Kovacs, le Hongrois, qui était déjà présent, avec Benny, Marc Fabian, toujours actif. Thibaut qui commençait vraiment aussi à bien exploser de son côté, qui commençait vraiment à imposer son style et un peu de respect de la part des plus grands. Et ça, je l'ai ressenti parce que moi, étant vraiment un nouveau rider, tu vois ton pote qui pèse en notoriété et qui est bon, enfin qui est très fort et qui ça Il a ramené un truc, hein. C'est dommage que du coup après il ait pas pu se continuer tout ça, mais il avait vraiment ramené ces trucs dans des full out ou des trucs comme ça. Tout à fait. Pour moi c'est lui, on le doit à lui. Hein. Ouais, on peut. Bah, c'est rendu, je m'en rends peut-être pas compte parce que peut-être que j'en étais trop proche et trop pas par un œil assez distant pour me rendre compte. Comme tu dis, j'ai bien senti que les gens avaient beaucoup d'admiration pour Thibaut, pour ce qu'il amenait, pour ce qui repoussait, comme tu dis, balancer un flip sur 3 marches. C'est déjà très très gros actuellement. Il est rentré il faisait en full. Il est en full, voilà, en in, pas en out. Voilà, il est en in et pas en out. Et ça a apporté un peu plus de style parce que le gars il était assis, il était pas avec sa selle devant où on se dit, on voit qu'il prépare un truc. Là, c'est un peu hide, c'est un peu caché. D'un coup, il envoie, paf, il s'envoie comme une tornade. Ah non, en street, c'est la norme. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est marrant que je le dise parce que je le sais au fond de moi, mais j'ai pas autant la notion, je m'en rends peut-être pas autant compte, tu vois, d'avoir fréquenté un gars qui est peut-être autant apporté. Faut big up à toi, Thibaut, si tu m'entends. Pour revenir un peu à Copenhague en 2008, qui m'a plus marqué forcément, c'est le flat, la présence de Spencer Hockenberg, oui c'est vrai, un américain qui lui a aussi apporté sa grosse notion de flat avec un style bien à lui. Récemment il a publié un truc où il montrait le premier combo de flat, genre c'est-à-dire plus de un tour de roue, où genre il fait le premier warp roll to back roll, et genre ça date de 2008, enfin genre 2007. Ah ouais. Bah c'est marrant, c'est qu'encore une fois, on a la chance d'avoir Internet à cette époque-là pour pouvoir communiquer, mais c'est vrai que 2007-2006, c'est vraiment une année de césure où le flat arrive, où on comprend qu'on peut faire quelque chose. Alors, on comprend. Moi, le monde comprend qu'il y a un potentiel où on peut poser les pieds sur les manivelles, les faire avancer, se retourner. Et puis, il y a des créateurs qui arrivent comme Spencer Hockenberg, ou Xavier Colos, ou Loïc Beau, Tim Coquelin de façon générale, ou Sean Johnson, qui envoie des figures telles Varial Roll. Et puis ils enchaînaient et on s'est retrouvé avec des tarés comme Kovacs, comme Benny, comme Loïc Beau, comme Thibaut, comme Adrien, qui ont vraiment fait popper Mossy, qui ont vendu du rêve à des tas de gamins. Et on s'est retrouvé avec une génération qui a mordu. Et on s'est retrouvé vraiment avec beaucoup de riders qui, à l'avenir, donc entre 2007 et 2010, on va dire 2007-2010, qui étaient morts du monocycle. On a une grosse communauté en France et même en Europe, de manière générale. À un moment, la France était vraiment au centre à ces unicornes-là. Le podium de street, il est entièrement français. Même le podium féminin, il y a 2 françaises. Ouais. Street, en tria, le premier, il est français, c'est Maxime Camo. Et en flat, pareil, il doit y avoir 2 français. Ouais, donc Loïc Beau et qui... rien, je pense. Ah, c'est possible. Oui, punaise, tu vois, les 3 disciplines urbaines, c'est des Français. Tout à fait. Et en fille, si je dis pas de bêtises, on a Marine Miro, effectivement. Et sa pote, à l'époque, aussi, j'ai plus son nom. Hélène, je sais pas quoi. Non ouais, qui a une fille comme ça, je sais plus son nom. Pas t'avais tout ce qui était Delphine de Novik et tout ça, mais... T'as fait la Belge, ouais. Oui, effectivement, Delphine... Alors, De Koenig. Ouais, mais t'as eu plusieurs parce que et t'avais aussi celle qui était pareil du Nistyle de tout Montpellier. Ah, c'est possible aussi. Mais voilà. Oskana, enfin je sais pas, mais oui voilà. Mais elles y étaient pas, je crois. Toujours est-il que je sais pas si tu es sur un prisme franco-français, mais j'ai comme la sensation qu'on était quand même très présent autant sur les vidéos. Ah oui, que en convention, que sur les podiums. Ah, mais oui. Et on va dire que simultanément, c'est ça que je voulais un peu en revenir, et c'est ça qui me met un peu la puce à l'oreille quand j'entends que Spencer partage cette vidéo de se dire en 2007-2008, je fais mes premiers rôles et j'ai la sensation de faire partie des premiers. Et simultanément, on va dire à quelques mois après, il se passe la même chose en France. Alors, mais parce que aussi, il communique aussi sur ce qu'il a créé, donc les gens l'ont copié. Bah en fait, je pense qu'il a été effectivement le premier à avoir fait des rôles et tout ça. Et après, au bout d'un moment, il a été débordé un petit peu. Il a continué dans son style qui était un truc de flat, un peu freestyle. Mais après, il y a eu tout le délire avec les flip tricks aussi, tout un truc. Et du coup, lui, il est resté dans son truc. C'est ça qui est fou, c'est que je trouve les Américains avaient vraiment tout pour dominer. Ils avaient Sean Johnson et Kelly Hickman qui sont partis de ces premiers mecs à avoir fait des flips. C'était des doubles flips
sur des mini-pads sortis 180 flics, des trucs qu'on fait encore actuellement. Pas folichon, je dis ça, c'est l'époque. Non, mais l'époque, c'était juste, ça vendait du rêve parce qu'on voyait ça sur des parkings aux États-Unis qui faisaient comme des vidéos de skate américains. On s'y croyait, on s'imaginait que les mecs en vivaient. On se disait, mais oui, ces mecs-là, ils vivent du monocycle. Regarde, ils font des vidéos comme des pros. Ils ont un sponsor Chris Holm. Ils portent des casquettes avec des baggy et des marques. Et ils ont un DVD. Ils ont un DVD. Et là, on est une forme de naïveté, mais qui me fait rire le jour. On était sûr qu'un jour on allait en vivre. On était persuadés qu'on allait en vivre parce qu'on se donnait les moyens d'y arriver. Et quand la réalité te rattrape, que tu comprends que le monde est mercantile, on va bosser à l'usine, quoi. Et puis on va en convention le week-end. Mais ça aurait pu être possible en vrai à cette époque-là. C'est le monocycle, évidemment, il y a eu moins de participants, mais il y a eu un moment. Ouais, il y aurait peut-être eu un moment où ça a pu marcher, mais pour avoir une économie qui tourne, comme je vois actuellement, même dans le monde du BMX, j'ai des potes qui roulent fort. Et ils me disent, dans le BMX, à part lancer une marque de vêtements ou de pièces, il n'y a aucun mec qui en vit réellement, qui peut se dire je prétends, à moi d'être hyper bankable, un peu acteur, un peu chanteur, tu vois, d'avoir des marques, d'être vraiment, médiatiquement, vraiment. Ou alors de faire des shows, par exemple, des trucs comme ça. Tout à fait. Je pense à Paul Sergent qui a pu en vivre peut-être quelques temps. Ouais, ça a pu en vivre. Non, mais je pense que c'était plus un peu d'épinards dans le beurre. C'est ça, voilà. Non, il y a en monocycle, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont vécu. T'as genre Chris Holm, t'avais Lutz Vlog qui avait été sponsorisé par Adidas pendant quelques années. Il a pas en vivre, mais sinon. Est-ce qu'il devait faire des conférences, ce genre de choses, des vidéos un peu cool. Naïvement, on voyait Xavier Colos, pour nous, c'était un professionnel. Le mec, il passait son temps à faire du monocycle dans un skatepark. Alors qu'en fait, le mec, il a une vie tout à fait rangée, normale. Il avait une passion comme nous, quoi. Mais ça me fait beaucoup sourire, ça m'apporte beaucoup de nostalgie de parler de ça. Parce que moi, du coup, je t'ai découvert, quand tu t'es fait sponsoriser par CDK, je pense, et que j'ai commencé à te suivre un petit peu. Et puis, moi, j'étais à fond dans le street, et du coup, il n'y avait pas tant de... Street français, de street français. Alors après, il y avait tout ce qui était, genre Adrien et tout ça, mais moi, c'était pas un style qui avait ce truc street flat. Ça parlait pas, quoi. Street flat qui m'a jamais, que j'ai jamais trop accroché. Ouais. Et du coup, ça, j'aimais bien. Moi, t'avais un truc un peu bourrin, ça me plaisait bien. Ouais. Ça, je peux pas te le retirer, on va dire que j'ai jamais eu une grande variété de tricks. C'est même quelque chose qu'on a pu me reprocher, mais que j'aime beaucoup cette critique. C'est que je passe mon temps à faire les mêmes tricks depuis 10 ans, mais je les place un peu où je veux. Et mine de rien, je me fais plaisir et j'arrive un peu à faire plaisir aux autres aussi par ailleurs. Ça fait plaisir, mais du moins. Oui, c'est vrai que t'arrives à impressionner les gens. Je mets des flûtes partout. Parce que j'avais un bon pop, j'avais une bonne amplitude, j'aimais essayer de rendre surtout. J'aime bien, j'ai vite compris très jeune qu'on faisait un sport d'image, parce que ça, c'est dans les interviews d'Andois à l'époque qui disait faire un trick c'est bien, mais c'est le rendre visuellement esthétique, c'est autre chose. Et ça, maintenant, travailler sur un format vidéo, j'ai compris assez vite qu'il fallait mettre de l'amplitude, il fallait essayer de mettre un peu de style, un peu de souplesse, un peu de... quelque chose, ta marque, une empreinte, quelque chose qui fait que quand on te voit, même si on pouvait mettre, une ombre sur le gars, on pourrait quasiment deviner qui c'est. Comme quand on verrait, je ne sais pas... le style, quoi. Voilà, on reconnaît le style juste à voilà. Et parce que moi, j'ai oublié le fond de ta question. Bah, je sais plus, non, enfin, j'avais pas vraiment de questions, je te disais juste, moi, là, comment je t'ai découvert. Ah oui, On va le garder c'est la première celle-ci. Magnifique. On va dire que c'est le début, on va dire, en 2009, donc quand tu me découvres, j'ai 19 ans, donc j'ai commencé depuis 3-4 ans. Je suis dans un crew, le Physis, où il y a déjà les premiers sponsors et tout, et j'ai vraiment envie, donc je me donne les moyens. Donc c'est à Reims en 2009, à la CFM de Reims. Ce qui est marrant, parce qu'il n'y a pas de street. Non. Il n'y a pas de street, et c'est l'année où Romain décide de me prendre dans le team de CDK. Fait le record de France de 100 en longueur. Ouais, quand même, cette année, j'avais fait un record. 80, je crois. Ouais, 2,89, un truc comme ça. Bon, alors... je pense qu'on regardait le sens du vent à l'époque et on mettait son doigt à peu près sur Jean-Michel, à peu près, il a sauté à peu près là. Ouais. Donc c'est un record qui m'est attribué, mais il est peu précis à mon humble avis. Ouais. Et puis de toute façon, il a été... Oui, de toute façon, il est pété depuis je sais pas combien de temps. Maintenant, ils sont montés en 27 pouces et tout ça. Ouais, voilà. C'était 4 mètres. Ouais, ouais. Il faut dire qu'à l'époque, on faisait ça parce qu'on était streeteux, parce qu'on voulait aller, on avait besoin d'aller loin, parce que plus tu vas loin, plus tu vas haut, plus t'as un choix dans la rue de t'amuser. On faisait un peu ça pour le fun, mais on se rendait compte qu'on popait bien et qu'on mettait la piquette au mec de l'athlète.
Désolé pour vous, mais... Bah ouais, mais après, du coup, ça va plus s'inverser un petit peu après. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Pendant longtemps, c'était Street Talk qui gagnait cette discipline. Tout à fait. Et donc, ouais, enfin le Graal, de se dire l'ego flatté, de se dire un sponsor qui s'intéresse à moi, en plus non des moindres, le CDK, peut-être l'un des meilleurs à l'époque. Et je pense aussi que j'ai pas forcément été choisi, pas que pour mon niveau, mais aussi ma capacité à être présent en convention. Ouais. Même qualité que j'ai encore, c'est d'aimer les gens et d'aller à la discussion, à la rencontre, de parler avec eux et d'avoir une forme de transmettre une forme de sympathie. Et je pense qu'un sponsor recherchait aussi ça, peut-être quelqu'un d'un peu communicant, mais bon aussi à la fois. Et si je n'avais pas eu ces qualités humaines intrinsèques que j'ai, je n'aurais certainement pas eu la chance d'avoir le CDK qui me prenne sous son aile à l'époque. Il y a un truc qui était important, qui du coup maintenant c'est plus du tout, mais à l'époque, quand tu allais sur le Cairo, ABC Electro, Cox One, CDK, tu allais sur le site et tu avais la liste des personnes qui étaient sponsorisées avec genre des liens sur les vidéos ou les explicatifs. Une sorte de profil. Et ça, quand tu étais un peu un geek du mono, c'était incroyable. Ah bah oui. Tu regardais tout, tu te dis ah ouais putain, il y a lui. Ah oui, mais il faut bien se rendre compte qu'Internet à l'époque, c'était pas du tout ce que c'était. Et donc quand tu tapais des sites sur Internet, sur Google, tu disais j'allais sur le site, t'allais regarder il y avait très peu de formats vidéo, du moins, donc on lisait et on allait sur les sites de ces magasins ou de ces marques sur lesquels on allait regarder du matos et se dire putain, qu'est-ce que je voudrais acheter, comment il est beau, enfin toutes ces pièces qui nous vendaient du rêve, parce que bon, quand t'es gosse, t'as pas forcément beaucoup de sous et va convaincre tes parents d'acheter un monocycle à 450 €. C'est pas toujours évident, mais si j'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est venu après. Moi, ouais, tu vois vraiment le site Cox One. Ça m'a marqué incroyable, j'adorerais y retourner. Il n'existe plus. Ouais, je pense que j'y allais tous les jours. En plus, tu avais une animation, tu rentrais, ça faisait tout. Ouais, tout à fait. Il était tout en noir, il était magnifique ce site. Ah oui, c'est sûr. Et quand tu dis le profil des riders, où tu dis, et encore une fois, le profil des riders, tu dis le mec il a envie, il a son profil sur un site, il te dit ce qu'il fait de ses journées. Il te dit qu'il roule et ce qu'il fait, il est dans un crew international avec un japonais, avec un australien, c'était fou. Et effectivement, donc le CDK avait déjà un crew à l'époque qui était déjà, quand on y pense, une génération encore précédente à la mienne, mais je pense à Manuel Peizari, à Rémi Vigneault. Oula, tu me sors des noms là. Ouais, c'est vraiment des anciens, là, c'est vraiment des gens qui, va dire, le flip n'existait pas, ils faisaient que des rotas, ils faisaient du trial et des rotas, des rotations, mais attention, des rotas, déjà à l'époque, il y a certains Manuel Peizari qui avait déjà envoyé je sais plus trop loin, 3-6 sur 8 ou 8 marches, un truc comme ça, mais du bourrinute, avec une réception, la terre en a tremblé, quoi. Et il y avait déjà, on va dire, peut-être pas une première génération, on va dire que c'était plus des copains. À l'époque, c'était des mecs proches de Lyon. Enfin, ce que Romain m'a expliqué, il me disait, je l'avais demandé, je dis, c'est qui mes co-sponsorisés? À l'époque, je suis en train de renouveler le team parce que, on va dire, c'était un peu une bande de copains. On s'est tous fait un profil sur le site CDK pour un peu l'aider. Et ils étaient chauds. Déjà, à l'époque, c'était très très chaud. Enfin, pour l'époque, ils avaient déjà un truc. Voilà, t'as enfin l'honneur d'avoir ta page. Ça, je trouve ça manque maintenant. Ouais. De toute façon, il n'y a plus vraiment de sponsoring et tout ça, mais... Non, vraiment plus vraiment. Yes. Après, il y a tellement peu de sites maintenant Internet que tout se fait avec les réseaux sociaux. Donc, tu veux te renseigner sur une marque, vas sur Facebook ou sur Instagram. Et après, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression que ça a changé. C'est pas un mal pour un bien. je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage. Tu vois, parce que même les forums, actuellement, encore, si tu veux chercher des informations et tout ça, tu trouves tout. Ouais, des trucs comme Facebook et tout ça, c'est ultra laborieux. C'est beaucoup plus compliqué, ouais, c'est clair. Et je trouve qu'on a perdu. Donc, le forum français, il est encore un peu actif, mais plus pour des rouleurs ou des trucs comme ça. Ouais, je comprends. Ouais, en tout cas, tu cherches des informations, tu trouves. Ouais, je comprends. Je m'accrois. Je passe vraiment beaucoup moins de toi, mais quand c'est vrai que j'ai besoin de retrouver une vidéo, je retourne souvent sur des posts du forum de monocycle.info. Pour.info, c'est le forum de la Fédé. Il y avait beaucoup de discussions et il y avait et c'est ça qu'on se rend compte, il y a une grosse communauté française, comme tu le dis, parce qu'on n'était pas obligé de parler anglais à l'époque. C'est peut-être ce qui nous a pas non plus aidé à nous internationaliser le français parfois. Non, mais même, tu vois, genre, t'avais les Québécois qui venaient sur le site français. Ouais, effectivement, ouais, je pense à Hugo Duguay, à Emile Mathieu. Comme tu dis, on avait une communauté très forte. On était enfin, pas d'impérialisme, mais du moins, on était tellement nombreux qu'on n'avait pas besoin de parler anglais. Cox One, tout ça, c'était... Ouais, on avait une marque française, on avait plusieurs magasins. Puis après, il y a tout qui a pété. 2000 €, je dirais. Ouais, tu retiens, on va dire l'effondrement ou non, le top.
début du top. Bah non, c'est là où t'as Adrien qui a pas gagné le street, c'était aux Unicorn, et il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont pu y aller, et puis Coxswain déjà avait changé, Ouais. Yugi était parti, et puis ouais, enfin Coxswain a disparu en 2013, mais en fait en vrai en 2011 c'était son dernier barrel d'honneur, quoi. Ouais. Bah après, ouais, pour moi, c'est un peu un phénix, Coxswain, parce que c'est mort, mais c'est revenu très vite avec les Amis des Kyogi, avec Impact, quoi. Oui, mais c'était. Tu vois, après, la team, elle était. Enfin, il y avait pas peu de Français dans la team Impact, au final. C'est vrai. Alors que Cox, c'était très français. D'une façon pragmatique, Kyogi aussi devait vendre du matos, donc il fallait aussi avoir des gars qui viennent au bout du monde. Je pense à Isaac Conyer, hein, un Australien. Ouais, en plus, ça n'a pas été son meilleur. Voilà, et c'est pour ça que, c'est pour ça que je le cite. S'il m'écoute un jour, je lui manque pas de respect, mais c'était une façon pragmatique, une façon d'essayer de toucher un peu à l'autre bout du monde. Et Yogi me l'avait expliqué. Moi, je suis quand même assez bon pote avec Yog, et au bout d'un moment, tu te montres et t'as envie que ton pote t'aide aussi à un moment, mais quand t'es un peu plus jeune, tu comprends pas la logique aussi économique de l'entreprise qui fait que il faut des sponsors. Et puis il faut dire qu'il y avait un niveau incroyable aussi à l'époque en Europe, où les Français étaient clairement en baisse. Les Autrichiens étaient trop forts, les frères Poham. Je pense à Kovacs qui était sur une autre planète. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Adrien quand on parlait des Unicorn en 2008, où il y a eu le championnat du monde de street, où est arrivé un Secret Tricks qui était quelque chose de très sérieux, le premier front flip en monocycle, et qui était légendaire parce que faut savoir qu'Adrien, il a bûché pour l'avoir, il a travaillé avec un coach, il s'est mis à faire du trampoline, il a vraiment eu envie de défoncer le game, et il l'a plutôt bien fait, même si malheureusement la replaque qu'il a mise était un peu hors compète, mais on était là dans ce moment-là, on l'a vu et c'était fou. Ouais. C'était fou. Mais tu vois, ça c'est dommage parce qu'actuellement tu cherches des vidéos, c'est des vieux trucs en 144. Ah ouais, bien sûr. Les photos, il y en a très peu. Ouais. Et c'est dommage. Trop dommage. C'est vrai, mais il y a quelques photos. Il y a quelques photos, il y a très peu de vidéos. Alors après, là comme ça, quand tu me le dis, je pense qu'on n'a qu'un seul angle de vue où on est à sa droite, mais il y a bien sa maman qui est à sa gauche. Elle a peut-être des vidéos de lui. Ouais, j'ai vu 2 angles. T'as vu 2 angles de vidéos, ouais, ok, d'accord. C'est toujours une vieille qualité, ouais. Après, on est en 2008, hein, donc oui, bien sûr. C'est le début du numérique, se démocratise. Parce que quelle lutte à l'époque de se dire qu'on était qu'en cassette et quand on filmait des sessions. Toi, tu filmais en cassette, toi? On filmait en cassette au départ. On filmait en cassette. Oh. Donc les sessions, elles démarraient, il fallait avoir de la batterie, il fallait avoir de la bande. Oh putain. Et quand le mec, ton pote en flat ou n'importe, hein, il passait 1 heure à passer son putain de tricks, tu savais que toi, à la fin de session, tu allais avoir un quart d'heure pour avoir ton truc parce qu'il y avait des cassettes. Et on achetait des cassettes à gogo et les bandes, elles s'usaient, donc la qualité était moins bonne. Fallait qu'on les transfère après en format numérique pour après les travailler. C'était une belle époque, hein, c'était drôle. Hein. Et on se trimballait un matos. On avait 2 sacs à chaque fois, avec une caméra très costaud, une mule un peu moins. Et bref, c'était vraiment une super époque quand même. Hein, c'était rigolo. Et qu'est-ce qu'on luttait, qu'est-ce qu'on avait envie quand même de le faire. Quoi. Je me rappelle une vidéo qui m'avait marqué où toi t'es dedans. C'était. je crois qu'elle s'appelait genre March. Je sais pas quelle année, 2010 ou peut-être un truc comme ça, où c'était sur la musique de That's My People. Oui, premier gros projet, clairement, parce que là on est au complet. On est au complet. Je crois que vous êtes 3, je crois. Il y a toi, il y avait Grégory. Ah si, à Greg Delay, donc c'est qu'on est 8. Vous êtes 8. C'est qu'on est 8. Ah, je sais pas, je crois qu'ils étaient pas très nombreux dans cette vidéo. Alors si c'est bien celle dont je pense, parce que bon, Elle est en noir et blanc, je crois, et t'as That's My People. Alors, du coup, moi j'aimais bien ta part, c'était très street. Il y a certainement une part en noir et blanc, effectivement, qui commence avec les 2 cousins, donc Thibaut et Amaury. La deuxième partie qui est avec Tanguy et moi-même. La troisième partie qui est avec... Alors c'est marrant parce qu'on a fait la vidéo un peu dans l'ordre de ceux qui ont créé le crew, quoi. Et peut-être aussi une ordre de niveau. Moi, c'est celle que tu me dis, j'ai plus l'impression que ça fait celle qui a un truc en musique un peu ragamuffin, là. Ah, c'est possible, mais... Ouais. Alors je suis en plein montage de l'épisode et j'en profite pour clarifier un peu notre discussion avec Cléden. À ce moment-là, on ne parle pas vraiment de la même chose. Moi, je parlais d'une vidéo qui s'appelait effectivement March 2009, tandis que Cléden pensait lui que je parlais d'une vidéo de 2008 qui s'appelait sobrement Team Crisis, et moi, à la fin, j'ai cru que lui parlait d'une vidéo qui s'appelait elle aussi Team Crisis, mais qui n'était pas la même. Bref, désolé, ce passage est un peu compliqué à suivre, et j'en profite pour vous informer que je mets les liens des vidéos dans la description YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, je l'ai fait moi-même, et les vidéos de la Team Crisis de l'époque sont encore vraiment très cool. Enfin, je vous avoue, je regarde très peu les vidéos qu'on a faites à l'époque.
D'ailleurs, merci à David qui a passé ses week-ends à me faire des montages pendant 7-8 ans, où je me rendais très peu compte du travail qu'il y avait. Donc on filmait, on envoyait des tonnes de clips, il devait tout faire, et mine de rien, David, bravo à toi, t'es devenu monteur professionnel, et c'est peut-être aussi grâce à ça, c'est un peu menacé. Bon, c'est qu'il aimait bien ça, quoi. Ah ouais, il aimait déjà de ça, ouais, seulement C'est vrai. et il a envie, c'est cool. Et ouais, je me perds un peu, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut parler du street maintenant? Parce que toi et moi, ça des amoureux du street. Alors, moi, comment tu vois l'évolution? Qu'est-ce qui te faisait rêver? Toi, comment tu aurais pu imaginer ce que c'est devenu? Peut-être pas à dire que récemment, il y a un autre extraterrestre qui est arrivé de Leipzig qui est venu. C'est limite de ce qu'on pensait possible. Ah, mais c'est n'importe quoi. Je pense dans ma tête, on était plus proche d'aller sur Mars que de faire ce qu'il y avait actuellement. Oui, moi aussi. Et pourtant, Elon Musk est un fou. C'est un menteur quand il dit qu'il fera en 2036. Bref. Mais Mimo a fait quelque chose de plus fou. Mais voilà, pour repartir un peu aux bases du street, d'ailleurs, en l'évolution, c'est assez clair. Il y a eu un pop absolument énorme en 2009 avec cet événement où nous sommes actuellement, donc aux EUC à Cologne. Et là, 2008, je vois Chris Kovacs qui met flip under flip sur cette marche. Ah oui. Et je vois Bad Bello qui se retourne, il fait flip under flip sur cette marche. Et il le répète plusieurs fois, il fait, mais même lui, qui avait déjà un niveau 1000 fois supérieur au mien. C'était en quelle année ça? En 2009. Sur cette marche? Flip under flip sur cette marche. Wow. Et d'autres tricks de fou, trade double, triple. Loïc Beau qui envoie triple flip de cette marche aussi. Mais à l'époque, on était en mode gogol un peu, vraiment, parce que, Oui, ça c'est eux surtout, vraiment, c'était un peu. Ok, tu viens de loin, tu viens de Hongrie, tu viens de un peu partout en Europe, t'as 15 passages, en gros, t'as 5 passages sur les 3 spots précédemment cités, le 7, le 5 et le Manipad. Et il y avait un truc de j'envoie tout ce que je peux, quitte à me blesser, quitte à me faire mal, quoi. Heureusement, il n'y a jamais eu de blessé grave, mais il y avait des trucs de fou. Et donc, pour s'imposer, quand t'es un peu un nouveau comme moi à l'époque, il fallait marquer les esprits différemment, mettre de l'amplitude et se dire, moi, le 5, 7 marches et le rail, j'en ai pas envie. Je vais gaper le 5 et le 7 dans l'autre sens pour atterrir au sol et exposer mon monocycle, mais même si je le replaque pas, il y aura du panache. Je marque les esprits, je mets du panache et c'est comme ça que je m'impose. Et c'est ma vision aussi du street parce que je fais en technique, pas peur de grand chose, du moins à l'époque. Donc, fallait bien que je joue sur mes atouts, quoi. Il y a eux, les autres zombies, là, les autres extraterrestres, Chris Kovacs, Loïc Beau et Matt Belot, étaient sur notre planète. Ils étaient vraiment, vraiment très, très forts. Ils mettaient des tricks qui sont encore actuels. Et je parle de ça quasiment 15 ans plus tard, quoi. 16 ans plus tard, même. Mais je pense, tu vois, il y a un truc qui s'est un peu perdu de faire des gros tricks sur des gros sets de marche. Ouais. Ça s'est un peu perdu. Maintenant, c'est une autre forme de technicité. C'est plus des rails ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment de ça. Et peut-être aussi une... Ouais, il y avait une philosophie aussi un peu apportée par Yogi, l'histoire de dire réfléchis pas, fais l'autre. Je sais pas à quel point ça a marqué les esprits, mais c'était un redeem qui revenait assez souvent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, lâche le cerveau et pose les pieds et envoie et tu vas retomber sur terre. De toute façon, tout va se passer. Hein. Donc moi, je trouve que vraiment, tu avais raison, vraiment entre 2009 et 2011, époque de fou avec des détails de fou, avec des mecs super forts. Tout le temps, chaque année aux EUC, donc championnat d'Europe d'hiver, chaque année. Alors je dis championnat d'Europe, mais c'est un abus de langage, mais cette convention est un peu considérée tout comme par beaucoup de riders. Pour les disciplines urbaines, si tu la gagnes, c'est que tu es au top. Tu es quelqu'un dans le monde du monocycle, parce que honnêtement, moi j'ai dû y participer 8 mois et de mon humble niveau, je n'ai fait qu'une seule finale. Ouais, peut-être pas aussi travaillé, mais surtout qu'il y avait un niveau de fou à l'époque. Et c'était vraiment très très fort. Quand Adrien Delecroix, je vais arrêter de les citer parce qu'on finit par tourner en rond, mais c'était vraiment très très chaud. Si tu t'imposais au championnat d'Europe, tu t'imposais probablement à l'Unicode. Il y avait de fortes chances. Et il y avait un peu les EUC Summer, donc ils sont arrivés aussi un peu après. Premier EUC Summer à Butier. C'est le premier EUC. Toi, c'était le premier EUC, ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, putain. Donc là, il y avait trial et flat. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas une street. Ouais, trial et flat. Ouais. Donc grosse ambiance pour ceux qui s'en souviennent sur les terrains de tennis et aussi sur les rochers de Butier. Ouais. Parce que des compétitions de trial en milieu naturel, c'est la seule. Maintenant, c'est un site classé, donc on n'est pas là d'en revoir. Ouais. Enfin, c'est classé, on peut même plus camper. Ah merde. Il n'y a plus de trial. Il se passe des événements de running ou de course de fond. Peut-être un peu de vélo et dans les chemins, mais encore maintenant, fini, tu peux plus. Les rochers ne sont plus. Tu peux plus y toucher. Ok. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi la vidéo que tu as préférée, qui t'a le plus marqué
Sans hésitation, la vidéo de Xavier Colos dans Defect sur le son de Delicate Habit de Tres Delinquentes. Donc son anthologie, surtout quand tu viens de Lille, tu as plutôt une culture proche de la Belgique, flamande. Et quand tu vois ce mec qui vient de Montpellier, qui pose sur un son espagnol, putain, ça te vend du rêve, ça m'avait transcendé. Il avait un flow, ce gars, et c'est le seul européen dans Defect. Parce que oui, effectivement, c'est un des créateurs du flat et du street. Xavier Colos, faut lui rendre aussi, et forcément, il en a imposé. Et Danyton. Danyton en premier. Danyton en premier, voilà. Alors moi, après, en refaisant tout le travail de Wikipédia, machin, ça, je me suis rendu compte à quel point... Danyton était en avance. Ah ouais, parce que Xavier Colos a presque tout pris de Danyton. Ah ouais, beaucoup de trucs que j'aimais, en fait, chez Xavier Colos, Danyton l'avait déjà fait avant. Ah bah, c'est bien que tu aies fait ses recherches, parce que ça lui rend un peu hommage au bon vieux Dan. Je l'ai jamais vu. Au regret. J'ai rencontré moi une fois. Tu l'as rencontré à Montréal. À Montréal. Ouais. J'ai une photo avec Mario, moi, Kane McMillan et Danyton. Solide. Hein. J'ai des fakes dédicacés par Kane McMillan. Oh là là, c'est lourd mon gars. C'est une pièce à mettre sous verre. Ouais. Donc cette vidéo-là, je pense, ouais, parce que encore une fois, le format DVD, donc à l'époque, le format internet, YouTube, t'étais au balbutiement, donc c'était DVD et ce DVD, tout le monde en parlait parce qu'il y avait un bon niveau, il y avait une vibe, et encore une fois, c'était calqué sur du skate. C'était urbain, c'était... il n'a pas vieilli. Hein. Il n'a pas trop mal vieilli, je sais pas, je m'en bats. Moi, je l'ai revu. La revue, ouais. Il est agréable à regarder encore. Tu sens que c'est une autre époque. Ouais, c'est encore de mon goût, ouais. Puis surtout, il y avait une variété, il n'y avait pas que du street. Là-dedans, il y avait un peu de tout terrain, même si on s'en foutait un peu au terrain, mais c'était quand même cool à regarder. Il y avait de la bicycle. Mais c'est vraiment l'apparition du street. Ah oui, c'est dans Defect. Ouais, ça m'étonne qu'à moitié, parce que c'est là où j'ai commencé à le monocycle, et pour moi, c'était déjà établi. J'ai l'impression que c'est là depuis des années. Alors que t'en étais au début. Ouais. T'en étais au début, mais c'était... Donc certainement, oui, cette vidéo-là, veut dire pour les premières en DVD. En fait, c'est pas tout à fait Defect la première. Je pense que c'est Universe 2, c'est là où tu commences à avoir un peu de street, mais c'est pas un truc central. Voilà. Que dans Defect, c'est vraiment le truc principal. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, Universe 2, c'est un peu plus l'époque justement des produits méga du CDK qui étaient sponsorisés donc entre 2004 et 2006, qui eux envoyaient des rotas, qui étaient des trialistes, qui se sont dit, on va aller en faire dans la rue. Et on s'est tourné sur nous-mêmes et on va faire des no-footers, on va faire des wall plants, on va faire des rotas et on va faire du street un peu bourrin, comme j'en suis un peu aussi un héritier. Ça, au début, tu as eu le trial, après, tu as eu en gros le street trial, après, tu as eu le street, après, tu as eu le street flat. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, après, on a eu que des familles de disciplines qui sont distincts. Mais la particularité, je l'ai peut-être pas dit, c'est que souvent, tu vas trouver des mecs qui vont faire que du trial, par exemple, ou que du flat. Ouais. Mais c'est rare d'avoir un mec, par contre, qui fait que du street. Oui. Et finalement, que du street, et il y a que toi et Mimo, quoi. Et Mimo, ouais, certainement. Ouais. Après, Mimo est bon en flat aussi, je pense qu'il a un très bon niveau aussi. Toujours trouvé là-dedans le street, parce que déjà culture skate aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Lille, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir le skatepark de Lille qui a popé au moment où j'ai commencé à avoir le droit de sortir dans la rue, donc c'est autour de 15-16 ans, voilà, où tu es tout seul, où ta mère te laisse, et tu vas au skatepark, faire comme les grands, passer ton après-midi là-bas. Mais comment t'expliques ça, toi? Moi j'ai ma petite idée, mais qu'il y ait peu de gens qui fassent que du street. Peut-être que je me suis réfugié dans un truc où j'étais pas bon, où je me dis le flat ça m'intéresse pas, et alors si, là comme ça maintenant, j'ai un peu plus de recul sur ma jeunesse, sur ce que j'étais plus jeune, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer, avec une proprioception un peu douteuse, du moins pas une capacité d'apprentissage très rapide, et du moins j'étais pas une très bonne éponge à l'époque. C'était difficile pour les gens de me transmettre un savoir. J'allais plutôt chercher mes idées moi-même, donc m'expliquer comment faire un rôle, j'avais pas la patience, peut-être qu'on n'est pas mon pied aussi. Et puis j'avais tous ces mecs autour de moi qui étaient très forts et c'était envie de me distinguer aussi, donc d'être que le street de la bande. Mais je penche vraiment pour une incapacité à écouter les gens très jeunes, à transmettre un savoir, à être patient dans le flat, parce que c'est quand même un truc de nerd, le flat. On est tout seul et on tryhard sur des trucs, moi à l'époque qui me parlaient pas tant que ça, quoi. Même si visuellement ça me plaisait, j'étais content que mes potes en face et qu'on se fasse ensemble, mais j'étais pas en kiff. Non, moi il me fallait de la vitesse, il me fallait de la hauteur, parce que j'étais un skateboard aussi, où je passais mon temps en skatepark. Et les mecs, ça allait vite, donc quand tu roules, il faut que ça aille vite. Tu peux pas faire des sauts là pendant 5 minutes pour te lancer. Donc, faut que tu sois en mouvement. Et puis, de l'espace.
J'ai eu aussi dans un grand skatepark où tu te dis là je peux faire une line, je peux aller du bout à bout. Maintenant ce skatepark ça fait des années que je le roule, je sais où sont les marques, je sais où sont mes tours, je peux faire des lines et le tour de mon skatepark en rentrant les meilleurs tricks que je peux. Et là t'es un peu l'aboutissement de se dire waouh, je fais comme les vidéos de skate américains. Le mec il démarre en haut de la rue et il finit sur un méga gap, qu'avant il a fait des rails, des flip tricks. Ah, il y avait une variété. Essayer de, encore une fois, essayer de rendre le sport beau, visuel, parce que j'aime mon sport, hein, j'en suis passionné, mais objectivement c'est pas un sport qui esthétiquement plaît à beaucoup de gens parce qu'il y a peu de vitesse, peu d'amplitude, et c'est difficile parfois de comprendre l'esthétisme parfois de ce sport pour les gens qui en sont loin, et il faut un peu se passionner. Et je pense que j'ai vraiment eu envie de faire ça, j'ai vraiment eu envie d'essayer de rendre ça beau, par une belle amplitude, par essayer d'avoir une belle réception, d'être propre, pas forcément mettre fif quad de cette marche comme pouvait mettre Chris Kovacs, parce que de toute façon c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Et moi ma théorie, il y a peu de personnes qui ont fait que du street, parce qu'en fait je pense que c'est la discipline qui est la moins accessible et qui nous demande le plus d'engagement. Peut-être, ouais. Parce que du coup, ça demande d'être en gros un peu bon en flat et un peu bon en trial, d'une certaine manière. Mais par contre, en gros, ton entraînement consiste à sauter des marches, quoi. Ou à faire des slides. Ah oui, c'est oui. Et du coup, alors qu'en trial, tu peux t'entraîner genre sur des trucs juste techniques, mais qui sont pas très hauts. Ou faire comme ça. Ou en flat, tu peux éventuellement lancer des gros tricks, mais tu peux faire aussi des rolls, tu vois. En street, c'est souvent très beau. Hein. Bah ouais, bien sûr. Tu m'ouvres un peu une porte en me disant, soit au bout d'un moment, tu as le choix, tu dis, est-ce que je suis un streeteux qui fait du 3 marches mini-pad, ou alors est-ce que je suis quelqu'un qui fait du street, je veux être un dingue, je veux être un fou, je veux que les gens se disent, putain, mais ce mec, il met 10 marches en rail sur un monocycle, il réceptionne sur une roue. Et que ça, quand t'es gosse, tu as envie d'y arriver, parce que tu te dis, mais c'est un rêve de te dire, c'est possible, et je vais y arriver. Et un jour, je vais mettre flip devant la cathédrale de Lille, et tu regardes ces marches, tu passes tous les jours devant, et tu te dis, un jour, je le mettrai, et un jour, t'as le niveau. Et un jour tu y vas, et un jour tu te lances et tu le fais. Ça c'est beau. Et là t'es fier de toi, t'es content de toi. Et quand t'es un nulard à l'école comme moi, c'est dur d'être heureux, de se dire quel est ton avenir. Bah ça te met un peu... Là t'as réussi un truc. Ouais, tu te dis ouais, t'as une forme de satisfaction. Et je remercie mes parents de m'avoir toujours soutenu dans ce sport où bon, ils foutaient un peu, mais ils voyaient que j'étais heureux, que j'avais une bande de copains, que j'avais une passion où je passais pas mon temps à picoler comme certains d'autres des potes faisaient à l'époque. Prochaine question, c'est quoi le trick dont tu es plus fier? Ah, on va dire trick purement parlé, technique, certainement Sexflip 180. Ouais. Donc Sexflip avec la finition, où j'essaie de finir mon Sexflip avec nos rotages supplémentaires de 180 degrés pour finir en 3-6. Qui est un peu mon trick signature, même si bon, il y en a plein d'autres qui le mettent maintenant. Et du coup, toi, tu l'avais mis par exemple aux Unicorn en 2016 sur un gros truc. Ouais, c'est possible. Je l'ai mis sur quoi? Je vais faire même sur un mini-pad, sur des marches? Bah, sur un gros bloc en béton. Sur un bloc en béton, ouais. C'est vraiment ça. Mais j'ai beaucoup aimé le Sexflip parce qu'il était différent du 180, on était deux à le mettre et il y avait c'était juste une rotation du corps autour du mono-sig. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait. On va dire purement ça, peut-être certainement ça. Après en spot, où là je me suis dit, là j'ai pris mon pied, il y a tellement. Je pense au flip de la cathédrale de Lille, de la Treille, certainement. Et combien de marches? Il y a 9, mais elles sont longues, et le spot est beau, et tu passes tous les jours devant, et c'est un peu emblématique. Mais plus récemment, tu as réussi le slide à Bordeaux. Ah, celui de... Oui, t'as raison, putain, oui, t'as raison. C'est un truc mythique, hein. Ouais. Ça, c'est assez drôle, parce que récemment, je me suis un peu mis au monocycle, parce que je me suis collé à une communauté de gars en BMX, avec le magasin Manual, qui sont à Bordeaux, et ils font des jams. Donc, comme on faisait à l'époque, donc on va dire que tous les 6 mois, il y a une jam où t'as 100 riders qui arrivent, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont motivés de fou, et ils s'envoient comme des dingues, un peu comme Mimo à cette culture, quoi. Et eux, ils m'ont poussé, alors je roulais pas de l'année, ils m'ont poussé à envoyer le curb de 14 marches de Mariadec à Bordeaux, qui est effectivement un truc assez mythique, que honnêtement, jamais j'aurais pensé que je me serais lancé dessus. Et encore une fois, je suis peut-être quelqu'un qui est beaucoup dépendant du regard des autres. Enfin, du moins, j'aime me faire plaisir et faire plaisir aux autres, et ça me met en confiance d'avoir des gens qui te regardent. En vrai, en street aussi, t'as besoin de ça. T'as vraiment besoin de ça. T'as besoin de ça, parce que si t'es tout seul et que tu te baises, c'est rare de faire un tricks engagé sans que tu l'aies au minimum filmé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair qu'au bout d'un mois, tu dis, il faut que je conserve ça parce que je suis pas sûr de le mettre tout le temps. Ça. Et ouais, non, mais c'est vrai que je m'étais jamais dit qu'un curb serait peut-être mon plus gros kiff. Mais surtout de le mettre à un âge, à quel âge j'avais? 32 ans. J'avais 32 ans. Pour moi, j'ai arrêté de faire des trucs de gogol. Ouais, non. Et non, parce que j'ai rencontré d'autres gogols en BMX très très chauds et qui m'ont donné la motivation. Ils m'ont dit, putain mec, est-ce que c'est pas le moment là, de mettre un casque et de te faire plaisir et de faire plaisir aux autres, quoi. Et j'ai posé le cerveau. J'ai réussi à le mettre en quelques essais. La dernière question, je pense. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir lié au monocycle? Je pense que c'est, avec du recul, c'est les Unicorn à Brixen. Parce que je suis un peu vraiment, on va dire, on est en 2012, je suis un peu au top de mon niveau. Je suis vraiment alors sans le savoir, je suis un peu en mode apogée.
Je suis 3 fois vice-champion d'Europe aux EUC Summer. Enfin, c'est pas un champion d'Europe, mais bref, on s'entend. Je suis pas mal reconnu par d'autres riders très connus. Et surtout, j'ai l'honneur de faire un road trip avec le team de Impact. Les Poam, Kovacs, Marc, Alexis, Elliot. Et on fait un mois de road trip. On part de Toulouse. Déjà, on commence par les EUC Summer. Mon plus beau souvenir, c'est avant ça. Les EUC Summer, je termine deuxième. On passe déjà un EUC de dingue parce que c'était les EJC, donc la Convention Européenne de Jonglerie, où c'était... on a eu un temps de fou. On avait monté un skatepark vraiment en mode plaza à la Street League, qui pour moi, dans mes souvenirs, était un des meilleurs de ce que j'avais pu toucher. Et ce road trip, là où on part, où on vivait comme les anarchos, à voler des fruits dans les champs, à ne pas avoir de limite, parce qu'on savait qu'on était parti pour un mois de monocycle et la fatigue n'existait plus. Et t'étais motivé par les meilleurs mondiaux autour de toi. Moi, j'étais bon, mais un peu middle, va dire. J'aurais jamais pu rivaliser avec ces mecs-là, mais j'ai un peu fricoté avec leur niveau, mais sans jamais prétendre les atteindre. Mais il y a des moments, comme je l'ai dit hier, et que je sais plus qui disait ça, je disais ouais, il est pas là. Je fais ouais, mais une compétition, malheureusement, je l'ai compris un peu après, c'est que j'ai eu la chance de battre une fois Raphaël, Boam et Chris Kovacs en street, mais parce que ça n'a pas été leur jour. Moi, ce jour-là, j'ai été bon, quoi. Et après, on arrive aux Unicorns, donc on fait ce grand road trip, on traverse l'Italie, on va à Vérone, on filme toute la journée. Voilà, la dream life, parce que tu fais comme en skate, tu fais un trip avec des copains dans un camion. Tu filmes, t'es avec les meilleurs mondiaux et t'es un peu accepté dans ce monde qui est assez restreint, qui est un peu élitiste. Et en même temps, tu fais la fête. T'es avec Yogi, le créateur de la marque de Cox. Tu vas à Venise, on va dans des campings, voilà, et on arrive après aux Unicorns comme des rockstars, parce que nous, on se voyait comme ça, parce que, on croyait un peu ça. C'était un peu ça. On était un peu ça, parce qu'on avait une vision très décalée par rapport à ce que se faisaient les autres riders. C'était un peu la débauche, la fête et la ride, et rien d'autre. Et aux Unicorns, j'étais même pas inscrit, on dormait sous les camions. On se nourrissait très mal. Mais tu t'es qualifié en plus en mais ouais, alors c'est ça la plus belle histoire que j'ai à raconter de ma petite carrière, de mon petit monde de monocycle de petit mec. C'est que j'avais pas trop de sous, j'étais quelqu'un de très organisé à l'époque. Et je vais quand même au championnat du monde en me disant je vais peut-être pouvoir m'inscrire. Je vais leur donner un peu de sous sur le moment et ils vont m'accepter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mon gars, tu participeras pas. Que ça me fait un peu mal. Je veux y aller, je suis bon, je pense que c'est mon moment, je pense que je peux faire quelque chose. Je peux au moins en street, je peux au moins me qualifier en finale, quoi. Je peux au moins l'atteindre. Sans la prétention de faire au moins un podium, mais je peux au moins l'atteindre. Je peux au moins partager ça, quoi. Et là, on passe une semaine de folie aux Unicorns. Et les Chris, pour moi, c'est vraiment l'apogée de ce couple, soit pourquoi je kiffais et vivais, quoi. Vraiment du monocycle tous les jours. Un peu de fête, des bons copains, des mecs que tu vois qu'en vidéo, tu dis putain, je vois Dan Collin qui met le backgrind à l'autre bout du monde et il est là devant moi et je parle pas anglais donc je peux que l'écouter, mais moment de folie. Et oui, effectivement, donc la belle histoire que je trouve belle en tout cas pour moi, c'est que donc le flat était en fin de la semaine des championnats du monde et le street était le lendemain, et Damien Dion, donc un mec de mon crew sponsorique CDK, Damien Dion que je salue, Damien Dion de Dijon, qui en flat se fait mal, il ne peut plus participer au street. Et je décide, avec son accord bien sûr, de lui taxer son dossard pour lui prendre son numéro, pour aller sous un autre nom participer au championnat du monde de street. Et je sors le run de ma vie. Je sors vraiment les 3 runs de ma vie. Donc il y avait un 7, un 5, un mini-pad et un double curb. Et franchement, tout coulait sous les pieds, tout allait bien, tout était smooth. Peut-être que les autres aussi ont peut-être pas forcément réussi, j'ai pas forcément réussi ça, mais je sais que j'ai fait les choses comme il le fallait. Tout le monde savait, beaucoup de gens savaient que je ne battais pas Damien Dion. Mais on m'a laissé faire. Et ça, c'est beau, on m'a personne l'organe et lui me dire oui, gars, tu n'as pas payé, si tu te baises, t'as pas d'assurance, c'est des problèmes pour nous, et ça je n'aurais pu que l'accepter et je serais pas là en train d'en parler. Ouais. Je remercie l'organisation d'avoir un peu fermé les yeux sur ça, quoi. Et donc je fais un peu le run de ma vie, et à la fin j'ai les 3 juges qui viennent me voir. Donc je me souviens qui était Colby, Sophie Appelman, le 3e, peut-être Spencer Hockenberg, peut-être, je ne sais plus, qui viennent me voir et me disent bon, merci pour la prestation, on s'était bien amusé, t'as bien fait rigoler tout le monde sous le nom de Damien Dion. Sache que t'as assez de points pour accéder à la finale. Tu sais combien t'étais classé ou mais pas? Tu n'iras pas. 6e, juste derrière Kevin Karchner. Okay. 6e, donc j'étais le dernier qualifié. Ouais. J'avais le moins de points possible, mais j'ai atteint quelque chose que je pouvais espérer toucher du doigt, et qui était vraiment un rêve, quoi. Ouais. Et ils me disent, voilà, c'est non. Et là, je suis dégoûté d'une force de pas accéder à la finale, mais vraiment, je l'ai noire, je l'ai mauvaise, je crois, je suis même pas sûr que je regarde la finale, quoi. Je suis un peu en mode
je suis un peu déçu. Après, je suis jeune, je suis un peu bête, un peu inconscient. J'ai pas forcément de notion des choses aussi, d'une organisation. Et là, je tourne un peu du noir, je tourne un peu mon café et Yogi vient me voir, il me fait mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu penses que tu aurais fait une place? Non. Tu sais que t'es 6e mondial, t'es top 6, t'as pas payé, t'as fait rigoler tout le monde et il kiffe. Et là, il m'a rouvert les yeux, il m'a fait putain, mais t'as 1000 fois raison, quoi. T'as 1000 fois raison. Et c'est là que j'ai compris que j'avais peut-être passé un des meilleurs moments de ma vie, j'avais atteint le summum de ce que j'aurais peut-être pu toucher, peut-être fait. Bref. Et du moins, actuellement, c'est là où j'en suis. Et voilà, donc au final, c'était des super années, très décousues, très borderline, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de copains, beaucoup de rire, beaucoup de sourires. Et si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Et je crois qu'on peut finir sur ça. Merci beaucoup, Fladen. Merci à vous de m'avoir écouté et merci à toi, Eddy, de passer du temps pour essayer de transmettre un peu notre art et notre passion qui disparaissent si on ne le transmet pas sur le papier ou à l'oral ou à l'écrit. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je m'interdis pas de réinviter Cléden si l'occasion se présente, car j'ai la frustration de ne pas avoir pu évoquer certains sujets, comme par exemple son titre de champion de France, sa part dans Nantes Street Series, le Pinot d'écrou ou même les Street Jam. Vous l'aurez compris, Cléden est quelqu'un de très volubile, ce qui peut être une qualité quand il s'agit d'un podcast, mais j'avoue ne pas avoir réussi à dompter l'animal. J'aurais dû peut-être parfois recadrer un peu le sujet. Il n'en reste pas moins que j'aime beaucoup cet épisode et que j'ai énormément apprécié l'enregistrer. Je profite de cette fin d'épisode pour vous rappeler que j'organise le 17 et 18 mai à Lyon les Monoster One Urban Games. C'est une petite compétition mêlant trial, street et flat. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. D'ici là, je vous dis à bientôt sur Radio Monoster One.